You know nothing, Jon Snow. Got a theory. Could be Barney. Sit down. You never say C'est thank pas you. faux. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? The danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec ma créatrice de contenu préférée, Marie Telling. Ah, merci Anaïs. Tout doux. Vous avez reconnu? T'as reconnu, Marie? Oui. Plus de 195 millions d'abonnés à travers le monde, un algorithme redoutable, une interface addictive et des séries originales incontournables. Depuis son explosion aux États-Unis, puis son arrivée en France il y a 6 ans, Netflix s'est imposé comme la plateforme de streaming pour tous sériphiles qui se respectent. Mais entre les annulations controversées de certaines œuvres adorées des fans, la diversification de ses contenus et un catalogue parfois très inégal, l'entreprise essuie de plus en plus de critiques. Comment expliquer le succès impressionnant de la plateforme? Netflix est-il toujours le paradis des sériphiles? On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, quel est ton pic cette semaine? Alors mon pic, c'est un pic d'amour pour la mini-série Sharp Objects, diffusée sur OCS en France. On en a déjà parlé dans le podcast, mais je l'ai revue récemment avec ma mère et c'est vraiment une de mes séries préférées de ces dernières années. C'est l'histoire d'une journaliste un peu paumée qui revient dans sa ville natale pour couvrir les meurtres de 2 adolescentes. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, mais la série est magnifiquement réalisée par Jean-Marc Vallée, à qui on doit aussi Big Little Lies. Alors l'atmosphère est moite, pesante et on découvre toutes les névroses et les fantômes de cette petite ville du sud des États-Unis. Et puis le casting est mené par Amy Adams et Patricia Clarkson, qui sont magistrales dans le duo mère-fille central à l'intrigue. Bref, c'est un petit bijou sériel qui renouvelle les codes du genre criminel sans jamais tomber dans le sensationnalisme. Et j'ai envie de le recommander à absolument tout le monde. Anaïs, ton pic? Eh bien moi, mon pic, c'est les cheveux de Nicole Kidman dans The Undoing. La série vient de se terminer il y a quelques jours sur OCS et en plus de ses nombreux twists, ce que j'ai vraiment apprécié, par-dessus tout, c'est le chic capillaire de l'actrice australienne. On avait pris l'habitude, notamment dans Big Little Lies, de la voir affublée d'une mauvaise perruque blonde filasse. Bon, rassurez-vous, elle était toujours très belle, mais bon. Et dans The Undoing, c'est la première fois depuis une éternité que Nicole Kidman arbore les magnifiques boucles rousses qui ont fait son succès dans sa jeunesse. Alors attention, je ne veux pas la résumer à un simple atout physique, évidemment. C'est une excellente actrice et une très bonne chanteuse. D'ailleurs, c'est elle qui chante le générique de la série. Mais franchement, ses cheveux sont tellement remarquables dans The Undoing qu'ils mériteraient leur propre spin-off. Bref, je pourrais parler de ça pendant des heures, mais il faut bien passer au sujet du jour. Et aujourd'hui, on parle d'un mastodonte dans le monde des séries, Netflix. Netflix aujourd'hui, c'est une entreprise qui vaut 230 milliards de dollars. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était un service de location en ligne de DVD qui a été fondé dans la Silicon Valley en 1997. Et pendant 10 ans, jusqu'en 2007, c'était juste ça, un service de location en ligne qui était là pour rivaliser avec les vidéoclubs de l'époque. Et à partir de 2007, ils ont commencé à faire du streaming sur la plateforme. Et grâce à ça, en fait, ils ont commencé à pouvoir analyser la façon dont les gens regardaient la télé. Et ils se sont rendus compte que les gens adoraient binge-watcher des séries, ce qui leur a été extrêmement utile pour le futur de la plateforme. Et ils ont commencé aussi à développer un algorithme pour recommander plus de séries à leurs utilisateurs. Ouais, en gros, ils se basaient sur nos goûts, sur les trucs qu'on avait déjà regardés, ou on notait avec 5 étoiles, ce qu'on peut plus faire maintenant. Et en fait, selon les notations qu'on avait attribuées à ce qu'on regardait, ils nous proposaient de nouvelles séries ou de nouveaux films. Et généralement, ça marchait très très bien. Et en fait, comme tu le dis, depuis une dizaine d'années, depuis qu'il y a cette plateforme de streaming, Netflix, c'est vraiment l'Eldorado des sériphiles. Toi et moi, on a toutes les deux vécu aux États-Unis à une époque où la plateforme n'existait pas encore en France. Et on était hyper heureuses d'y avoir accès aux États-Unis. On en parlait à tous nos potes français en disant « Mais Netflix, c'est génial. On n'a qu'une hâte, c'est que ça arrive en France aussi. » Parce que ça nous a permis de découvrir ou de redécouvrir plein de séries. Par exemple, moi, si j'ai revu Buffy à l'âge adulte, c'est grâce à Netflix parce que toutes les saisons étaient disponibles sur Netflix US. Et j'ai aussi découvert, par exemple, la comédie Parks and Rec, qui n'était pas encore diffusée en France à l'époque, mais qui était un des gros succès de la plateforme US. Oui, moi à l'époque j'avais découvert The Office aussi quand j'étais aux États-Unis et c'est vrai qu'en fait ce qui est intéressant avec Netflix c'est que jusqu'à aujourd'hui parmi leurs plus gros succès d'audience, c'est vraiment des grosses séries traditionnelles qui viennent en fait des chaînes de télé traditionnelles américaines. Friends par exemple est un énorme succès d'audience pour Netflix parce que les gens adorent revoir des séries qu'ils ont déjà vues et les nouveaux publics, les nouveaux utilisateurs découvrent des vieilles séries aussi.
Ouais, et ce qui est incroyable avec Netflix, c'est qu'ils ont quand même une énorme base d'abonnés, et ce depuis des années. Et en fait, ils ont aussi permis à certaines séries qui étaient un peu confidentielles d'exploser en succès. Et ça a été le cas de Breaking Bad, par exemple. Alors aujourd'hui, on sait que Breaking Bad, c'est une des plus grandes séries de tous les temps, que beaucoup de sériphiles ont regardé. Mais en fait, il faut savoir que à l'époque, Breaking Bad, pendant ses 3 premières saisons, c'était vraiment une série confidentielle qui avait un petit budget et qui avait du mal à trouver son public. Et en fait, ils ont frôlé l'annulation, les créateurs l'ont dit. Et c'est grâce à Netflix qui s'est mis, à partir de la saison 3, à diffuser les vieilles saisons, que un fandom de Breaking Bad s'est créé et que la série a explosé et est devenue ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire une des séries les plus cultes de tous les temps. Mais sans Netflix, peut-être que Breaking Bad n'aurait eu que 3 saisons et serait resté une petite page dans l'histoire des séries télé. Oui, Breaking Bad qui à l'origine était diffusé sur AMC, et d'ailleurs en fait le film Breaking Bad lui a été fait sur Netflix, donc on voit vraiment le lien entre le succès de Breaking Bad et Netflix plus tard. Ouais. Il y a eu un gros tournant dans l'histoire des séries sur Netflix, c'est la première série originale Netflix, c'est House of Cards qui est sorti le 1er février 2013 sur la plateforme, qui à l'époque n'était pas disponible en France d'ailleurs. Et en fait, là où ils ont été très malins, c'est qu'ils ont vraiment utilisé tout ce qu'ils avaient appris les 6 années précédentes en fait à être seulement une plateforme de streaming de contenu déjà existant. Et par exemple, ils ont sorti toute la série d'un coup pour qu'elle soit bingée d'un coup. Et ça, c'était révolutionnaire à l'époque. Personne ne faisait ça. Ouais. Et ils ont été aussi très intelligents parce que c'était leur première série. Et au lieu de lancer quelque chose d'un peu plus anonyme, ils l'ont fait en s'appuyant sur de très très grands noms, avec Kevin Spacey dans le rôle principal, donc qui était un énorme nom d'Hollywood à l'époque, et avec David Fincher, donc qui est le réalisateur de Seven, de Fight Club, de The Social Network, qui a produit la série et qui en a réalisé le premier épisode. Donc les noms comme ça, ces 2 noms. Donc ces 2 noms ont vraiment attiré les téléspectateurs et lancé la plateforme comme une plateforme pouvant rivaliser avec des gros studios sur la création de contenu original, et c'était vraiment que le début. D'ailleurs, on parle souvent de l'arrivée des talents du cinéma dans la PIC TV, dans les séries, et House of Cards a aussi vachement popularisé ça parce que c'était extraordinaire à l'époque de voir Kevin Spacey dans une série télé, quoi. Mais alors la vraie révolution, et d'ailleurs vous entendez le générique derrière moi, c'est Orange is the New Black. Qui est une série créée par Jenji Kohan. Et en fait, Jenji Kohan, c'est la créatrice de Weeds. Et elle avait un peu du mal à l'époque à faire décoller des nouveaux projets avec les chaînes traditionnelles. Et c'est pour ça qu'elle s'est tournée vers Netflix, qui lui a laissé sa chance. Et donc, vous le savez sans doute, Orange is the New Black, ça suit plusieurs détenus d'une prison de sécurité minimale aux États-Unis. Et ce qui était absolument révolutionnaire à l'époque, c'est que dans le casting, c'est une énorme majorité de femmes qui ont toutes des âges différents, qui ont toutes des origines différentes, qui parlent parfois pas la même langue, qui ont pas les mêmes orientations sexuelles. Il y a beaucoup de personnages queer, il y a beaucoup de personnages racisés, et comme elles sont en prison, en fait, elles sont très peu maquillées et elles sont toutes habillées pareil. Donc en fait, elles étaient pas du tout objectifiées ou glamourisées comme on le voyait à l'époque dans les séries. Et ça a lancé un énorme mouvement pour Netflix qui, en voyant ce succès, s'est dit qu'il fallait vraiment miser sur la diversité et les voix minoritaires. C'est vraiment devenu une des marques de fabrique des séries Netflix. Toute cette diversité, on le voit avec des productions originales comme Sense8, des sœurs Wachowski, où tous les personnages sont des personnages queer, et il y a une femme trans aussi parmi les personnages principaux. Il y a eu Grace and Frankie, qui est une sitcom qui est autour de 2 femmes âgées, jouées par Jane Fonda et Lily Tomlin. Il y a One Day at a Time, qui était une sitcom qui tournait autour d'une famille latina aux États-Unis. Dear White People, qui s'intéressait aux questions de tension raciale sur les campus américains. Glow, qui rassemble carrément tout un casting de femmes d'origine complètement différente qui jouent une équipe de catcheuses. Il y a eu Special, qui parlait d'un homme avec une paralysie cérébrale. Il y a Atypical, qui est une sitcom qui parle d'un adolescent qui a un trouble du spectre autistique. Donc vraiment, ils ont énormément de séries. Là, j'en ai cité que quelques-unes, mais énormément de séries qui mettent l'accent sur la diversité. Ouais, et d'ailleurs, même les Marvel ont une dimension woke, en tout cas les séries Marvel produites par Netflix. Alors maintenant, ils ont arrêté d'en produire, mais il y a quand même eu Jessica Jones, qui avait une héroïne féministe, qui était une survivante de viol et qui devait gérer son trauma et qui était alcoolique. Il y avait Luke Cage, qui est un héros noir. Il y avait Daredevil, qui est malvoyant. Donc en fait, même dans des séries Marvel, et on sait que Marvel, au cinéma par exemple, c'est pas particulièrement varié niveau personnage, il y avait une dimension de justice sociale. Et au-delà des contenus, il y a aussi eu une ambition et des prises de risques aussi sur les formats. Oui, puisque par exemple, tu mentionnais Sense8.
Alors, les sœurs Wachowski, Sense8, c'était à l'époque une des séries les plus chères de tous les temps. Ils sont allés aux 4 coins du monde pour tourner. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la série a coulé, parce que ça coûtait même trop cher à Netflix. Ça paraît fou aujourd'hui. Il y avait Baz Luhrmann qui a lancé The Get Down, qui était un projet totalement farfelu de comédie musicale. Et il y a eu The OA, qui est une série culte vénérée par les fans et qui a un peu changé le game au niveau des formats, puisque avant, on connaissait vraiment les épisodes de séries formatés, c'est-à-dire qu'ils faisaient tous la même durée, soit 20-22 minutes, soit 46-50 minutes. Et dans The OA, le premier épisode fait à peu près 1h30. Ensuite, il y a un épisode qui fait une demi-heure. Ensuite, il y a un épisode qui fait 50 minutes. Ils ont vraiment fait ce qu'ils voulaient. Et ça, c'était totalement inédit à l'époque. Et maintenant, c'est devenu aussi un peu une marque de fabrique de Netflix qui dit, vous faites ce que vous voulez avec la durée. On n'a pas besoin d'être aussi strict que les chaînes traditionnelles. Dans la stratégie de développement de contenu de Netflix, il y a aussi un gros accent qui est mis sur les séries internationales, et ça, c'est vraiment très, très intelligent au niveau de leur stratégie, parce que ça leur permet de s'imposer dans un marché et de devenir, en fait, natifs du marché local, hein. Par exemple, en Espagne, avec des séries comme La Casa de Papel ou Élite, ou en Allemagne avec Dark. Et en plus, ces séries s'exportent très bien et sont des programmes qu'on ne verrait pas sur d'autres chaînes américaines ou même françaises. En règle générale, il y a moins de diversité, et ça permet pour Netflix, ça permet de vraiment diversifier ses contenus tout en atteignant le plus de public possible. Oui, parce que c'est des énormes succès. Dark ou La Casa de Papel, c'est incroyable pour des séries justement qui ne sont pas américaines de voir à quel point elles ont un retentissement international. Oui, ce qui est intelligent aussi, c'est qu'il les double, en fait. Ce qui est pas un truc qu'on faisait beaucoup avec les séries étrangères. Si on regarde Borgen ou des séries comme ça, quand elles étaient diffusées sur la BBC, elles étaient diffusées en danois, sous-titrées anglais. Là, les gens ont l'option de regarder des séries doublées, ce qui est très courant en France, mais beaucoup, beaucoup moins dans les pays anglo-saxons. Ouais. Et ils ont aussi un autre truc qui est très intelligent qu'ils font, c'est qu'ils reprennent des gros succès d'audience dans des pays étrangers et ils se les réapproprient en disant que c'est des Netflix Originals dans d'autres pays. Donc, par exemple, The Great British Bake Off, qui est un énorme succès de télé-réalité anglais. C'est le meilleur pâtissier en France. Hein. Ils l'ont importé aux États-Unis, ils l'ont rappelé, c'est la même série, hein, c'est les mêmes épisodes, mais ils disent The Great British Baking Show et ils disent que c'est original Netflix, alors que pas du tout, c'est produit par Channel 4. Mais ils font ça avec beaucoup de shows comme ça, comme Terrace House, aussi une série de télé-réalité japonaise, et ça, c'est très intelligent. Oui, parce que Terrace House, sans Netflix, on en aurait sans doute jamais entendu parler, quoi. Ouais, bah surtout en dehors du Japon. Au Japon, c'était un énorme succès, mais en dehors du Japon, on n'en aurait jamais entendu parler. Après, côté série internationale, nous, on le sait, en France, la qualité n'est pas toujours là. Mm. C'est devenu assez notoire que les productions Netflix françaises sont assez abominables. Marseille, c'est une blague récurrente, en fait, à quel point c'est mauvais. On aime bien se moquer de la série Marseille. Marianne, qui était leur série d'horreur, ça a pas fonctionné et honnêtement, c'est pas très bien non plus. Il y a aussi Planqueur et Révolution qui vient de sortir, qu'on n'a pas aimé non plus. Niveau production originale internationale, côté français, ils ont encore du boulot à faire. Ces dernières années, il y a clairement un tournant, peut-être même un changement de stratégie de la part de Netflix qui ne fait pas l'unanimité. Alors, à l'origine, quand même, Netflix a vraiment eu l'image d'un refuge pour les créateurs. Comme on disait, ils pouvaient faire les longueurs de séries et d'épisodes qu'ils voulaient. Ils avaient vraiment carte blanche pour expérimenter et exprimer ce qu'ils voulaient. Et on pense à des séries comme Orange is the New Black que tu as mentionné, mais aussi Russian Doll ou BoJack Horseman. BoJack Horseman qui n'aurait jamais survécu sur une autre chaîne, mais Netflix a vraiment laissé sa chance à la série de se développer sur plusieurs années et de finir son histoire. BoJack Horseman, qui est quand même une série animée pour adultes sur un cheval alcoolique. Voilà. Anthropomorphe. Donc vraiment, c'était un gros risque. Oui, voilà, c'était un gros risque. Il y a eu Masters of None aussi, mais c'est vrai que en même temps, ce genre de carte blanche et de liberté, ça va aussi parfois entre les mains de gens moins talentueux que les créateurs de BoJack Horseman ou que Aziz Ansari, par exemple. Ça a donné des épisodes et des saisons qui étaient un peu trop longues, qui avaient un petit coup de mou au milieu. C'est devenu assez connu de la part des séries Netflix qu'elles ont tendance à ralentir sur le milieu. Je pense à des séries aussi comme Sabrina l'apprentie sorcière, qui vraiment traînent en longueur parce que personne leur a dit de faire des épisodes plus courts, quoi. Mais surtout, en plus, ce qu'on voit vraiment récemment, c'est que ce refuge pour les créateurs, c'est devenu un refuge pour les créateurs connus. C'est-à-dire que avant, Netflix laissait vraiment une marge de manœuvre et donnait leur chance à des tout petits créateurs. Aujourd'hui, ils privilégient les partenariats avec des grosses stars et à eux, ils leur laissent toutes les libertés. Mais par contre, aux plus petits créateurs, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des projets avec Netflix à l'heure actuelle. Ouais, on a vraiment du mal à imaginer Netflix aujourd'hui laisser sa chance à BoJack Horseman, en fait. Oui, mais oui, il y a
ce qu'on appelle maintenant la malédiction des 3 saisons pour les séries Netflix, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à annuler les séries qui ne fonctionnent pas au bout de 3 saisons, pratiquement systématiquement. Et ça n'a pas été le cas avec BoJack Horseman, parce que c'était une série plus ancienne, et donc elle a eu la chance de durer 6 saisons, mais beaucoup d'experts pensent qu'elle aurait été annulée au bout de 3 saisons si elle avait été créée plus récemment. Ouais, alors qu'avant, on blaguait beaucoup sur le fait que les séries Netflix n'étaient jamais annulées, parce qu'ils les laissaient continuer aussi longtemps qu'ils voulaient. Clairement, ils ont un peu changé de stratégie, et maintenant, ils favorisent vraiment les gros profils VIP. Ils ont signé des contrats avec plusieurs énormes créateurs, notamment Shonda Rhimes, qui est la créatrice la plus vénérée d'Hollywood, puisqu'elle a créé Grey's Anatomy, et c'est aussi elle qui est derrière Scandal et How to Get Away with Murder. Et donc maintenant, en fait, elle va sortir 2 nouvelles séries sur Netflix. Il y a aussi Ryan Murphy, qui est lui aussi un des producteurs les plus prolifiques d'Hollywood, qui a créé American Horror Story, Pose, American Crime Story, et qui, depuis quelques années, a un contrat avec Netflix où il sort beaucoup de ses nouvelles séries sur Netflix. Il y a eu The Politician, il y a eu Ratched récemment. Elles sont toutes nulles. Voilà, il y a eu Hollywood. Et là, c'est un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on lui laisse carte blanche. Et le problème de Ryan Murphy, c'est que si on l'aiguille pas un petit peu, il fait n'importe quoi. Et clairement, nous, on n'est pas fans de ses productions de Netflix à cause de ça. Et en parallèle de cette écurie de talent VIP, ils se développent aussi sur tous les pans, c'est-à-dire même plus que les séries télé, c'est-à-dire ils veulent devenir une chaîne de télévision. Ils font des émissions de nourriture, ils font de la télé-réalité. Si on regarde les plus gros programmes de télé-réalité dont tout le monde parle ces dernières années, c'est Love is Blind ou c'est The Circle ou des choses comme ça, c'est des programmes Netflix. On est très très loin quand même des séries de prestige du début. Les documentaires aussi, les séries documentaires, surtout comme Tiger King, dont tout le monde a parlé cette année, et surtout les séries documentaires justement de True Crime, ils adorent se développer là-dessus. Les films, les talk-shows, David Letterman, qui est une des plus grandes stars du talk-show américain, et maintenant son programme sur Netflix. Donc ils sont vraiment partout. Ouais, on peut pas y échapper. Et d'ailleurs, c'est marrant, ils viennent carrément de lancer en France une expérimentation qui s'appelle Direct et qui reproduit l'effet d'une chaîne, ouais, super nom, et qui reproduit l'effet d'une chaîne de télé linéaire avec une programmation en continu. Donc pendant 24 heures, en fait, c'est pas toi qui vas sélectionner sur Netflix ce que tu veux regarder. C'est Netflix qui diffuse un truc et toi, tu fais comme quand tu zappes à la télé. Donc c'est bien, ils sont à 2 doigts d'inventer TF1. En gros, ils ont voulu s'éloigner pendant des années des modèles traditionnels de la télé et en fait, de plus en plus, ils veulent ressembler aux mastodontes dont ils s'éloignaient au départ. Ils veulent non seulement être omniprésents sur la scène télévisuelle, mais ils veulent aussi être omniprésents dans nos cerveaux. Ils veulent rivaliser en fait avec toutes les activités de notre vie. Par exemple, ils rivalisent pas juste avec d'autres studios d'Hollywood, ils rivalisent aussi avec le fait qu'on lise, avec les livres, avec les autres activités, les autres loisirs qu'on puisse avoir. Et Reed Hastings, qui est le fondateur de Netflix, a dit cette phrase qui est restée célèbre maintenant, que le plus grand rival de Netflix, c'est pas les autres chaînes de télé, c'est pas les autres studios, c'est le sommeil. Bon, ça fait un peu peur quand même. C'est terrifiant. C'est vraiment cette idée-là, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent être omniprésents dans notre quotidien. Ouais, et d'ailleurs, c'est déjà un peu le cas parce que on a déjà parlé plusieurs fois de la disparition du water cooler moment, donc ce moment où après la diffusion d'un gros épisode de séries comme Game of Thrones ou Friends, on va se retrouver le lendemain à la machine à café et on va débriefer et dire oh, t'as vu ce qui s'est passé, c'est incroyable, il faut que tout le monde en parle, etc. On pensait que avec la disparition des énormes séries populaires à la télé, il y aurait aussi ce moment qui disparaîtrait et en fait il est remplacé par un moment Netflix où en fait dès qu'une nouvelle série Netflix sort et fait le buzz sur internet, tout le monde en parle. Comme tout le monde binge, en fait, il y a une espèce de fenêtre de 5 à 10 jours où vraiment, tu vas sur Twitter, on ne parle que de ça. Et c'était le cas, je me souviens, avec l'émission de télé-réalité de Marie Kondo, où tout le monde s'est mis à ranger sa chambre après son émission. Il y a les ventes de son livre qui ont explosé. Ça l'a transformé encore plus en énorme célébrité. Et maintenant, tout le monde s'en fout de Marie Kondo. Enfin, c'est vraiment, ça a été un moment culturel de 2 semaines. Et après, ça a totalement disparu. Et c'est de plus en plus ça, les water cooler moments aujourd'hui. C'est Emily in Paris ou Tiger King, où tout le monde va parler d'un seul truc pendant une semaine et après, ça disparaît. Oui, et puis c'est vraiment des moments de mème, en fait, de mémification des séries comme on n'en a jamais vu avant. Et il faut dire aussi que Netflix nous assomme de contenu parce qu'ils en sortent tellement tous les ans. Le problème, c'est qu'en fait, du coup, on a vraiment du mal à voir ce qui est bon et ce qui est pas bon dans leur offre. Parfois, je me rends compte qu'ils ont des chefs-d'œuvre dans leur sélection de films, dans leur catalogue de films. Et en fait, je le vois pas du tout sur ma homepage. Sur ma homepage, je vois The Breakup. Bon, après, ça veut peut-être dire des choses sur moi, ce que je regarde ou des choses comme ça. Mais je vois un peu je vois beaucoup de leurs productions originales qui sont pas forcément bonnes ou que j'ai pas forcément envie de regarder. Mais je vais passer des heures à essayer de chercher d'autres contenus. On a vraiment du mal à s'y retrouver, en fait, dans toute l'offre. C'est limite trop.
Ouais, et il faut dire que l'algorithme qui marchait très très bien au début avec la notation sur 5 étoiles et tout, moi ça fait plusieurs années que Netflix ne me recommande plus du tout des trucs qui m'intéressent. En fait, ils me recommandent juste leur propre production à eux. Et c'est un peu ce qui faisait leur force au début. Et moi je trouve que maintenant ça foire un peu. Et on y va plus, comme tu dis, on attend de trouver un truc bien et on prend un peu le premier truc qui passe. Et c'est dommage parce qu'on a réalisé que une grande partie de leurs meilleurs projets sont en fait ceux qu'on va découvrir grâce au bouche à oreille, qui sont pas du tout mis en avant par Netflix eux-mêmes. Ils sont pas très bons pour sélectionner les trucs les plus qualitatifs à mettre en avant. Par exemple, Unbelievable, qui est une super série qu'on a adorée, une mini-série Netflix. Personne n'en avait parlé avant que ça sorte. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est sorti au même moment que The Politician, la première série Netflix de Ryan Murphy, où ils avaient tout misé dessus. Ils avaient vraiment mis le paquet sur le marketing pour The Politician. Les deux séries sont sorties exactement au même moment. The Politician a fait un énorme bid, alors que c'était leur projet phare qu'ils voulaient mettre en avant. Et par contre, Unbelievable, plein de gens ont commencé à dire « Mais vous avez vu cette série, c'est génial, pourquoi on n'en parle pas plus? Il y a Toni Collette dedans, etc. » Et en fait, c'est devenu un énorme moment culturel. Et d'ailleurs, ils ont raflé plusieurs nominations aux cérémonies de remise de prix. Et The Politician a quand même été renouvelé pour une 2e saison. Exactement, c'est un peu ça le problème. C'est que comme c'est fait par Ryan Murphy, on dit « Ok, même si c'est pas terrible ». L'autre gros problème pour moi de Netflix, c'est vraiment le règne de l'algorithme. On se rend vraiment compte qu'en fait, il faut se souvenir que c'est pas c'est pas des mécènes des arts. Oui, c'est pas des mécènes des arts, c'est pas une compagnie de création, en fait. C'est vraiment une entreprise de tech qui vient de la Silicon Valley et qui est là pour faire de l'argent, mais aussi pour penser en termes de tech. Et ils pensent vraiment en termes d'algorithme et de création de contenu. On peut faire un bingo des séries Netflix. Moi, je peux te dire, dans toutes les séries Netflix, va y avoir un orphelin, va y avoir... il y a vraiment dans les grosses séries Netflix comme The Umbrella Academy ou des séries de ce genre. Lock and Key. Oui, surtout les séries qui sont un peu ciblées pour un public plus adolescent. Il y a vraiment un truc algorithmique très clair où il faut avoir un casting hyper divers, il faut avoir de la tension sexuelle entre plusieurs personnages. Bon, ça c'est très classique, hein, c'est des ressorts de la télé classique. Mais chez Netflix, c'est d'autant plus évident qu'ils en sortent énormément tous les ans, qu'elles se ressemblent toutes un peu et qu'on retrouve vraiment des ressorts très très communs chez chacune d'entre elles. Même au niveau de la charte graphique, je pense que c'est quelque chose que tout le monde commence à remarquer. Les posters des séries originales Netflix se ressemblent tous, ils ont vachement homogénéisé leur graphisme, et même les séries qu'ils ont récupérées qui ne sont pas des productions originales Netflix comme The Good Place ou d'autres qui étaient diffusées à la base sur NBC ressemblent à des séries Netflix dans le graphisme du titre, dans la manière dont le poster a été refait. Et donc, on a un peu tendance à penser que toutes les séries sont interchangeables. Moi, maintenant, quand je vais sur la plateforme, j'ai vraiment une idée très précise de ce que c'est une série Netflix. Et il y en a pas mal qui ont l'air d'avoir toute la même palette, tout le même ton un peu glossy. Et c'est le cas avec les films aussi, comme Rebecca, qui est sorti récemment, qui est un remake d'un film de Hitchcock, mais qui, là, a une palette très Netflix, en fait. C'est hyper basique et ça ressemble à 1 milliard d'autres trucs que j'ai déjà vus sur Netflix. On casse un peu du sucre sur le dos de Netflix, mais il faut dire qu'il y a encore de très très bonnes productions. Bon, récemment, il y a eu The Queen's Gambit, qui c'est vrai rentre un peu dans ce que tu décris. Elle ressemble un peu à toutes les autres esthétiquement, c'est-à-dire qu'elle est très lisse et très glossy, mais c'est quand même une très bonne série. Et pareil, c'est une série qui a pas été très promue par la plateforme avant sa sortie. Mais il y a aussi eu des séries qui gardent une identité propre très forte, comme The Haunting of Hill House et of Bly Manor, comme Poupée Russe, comme Easy, comme Mindhunter. Donc il y a encore de la place sur la plateforme, encore heureux, pour des créations originales qui soient vraiment originales, quoi. Il y a encore un petit peu d'espoir. Ouais. Ce qui change actuellement, c'est que avant Netflix a vraiment su créer un monopole en termes de streaming. Ils sont arrivés un peu avant tout le monde et surtout ils avaient une force de frappe et un algorithme hyper puissant que personne d'autre n'avait. Aujourd'hui, il y a une multiplication des plateformes de streaming. On appelle même ça les streaming wars, les guerres de streaming, puisqu'il y a plus que Netflix, mais il y a aussi Hulu, Amazon Prime Video, HBO Max, Peacock, Disney+, Apple TV+. J'en oublie sans doute, mais il y en a 1 milliard qui se sont créées toutes là très récemment dans les derniers mois. Et il y a même Salto qui vient de débarquer en France et qui va tenter de rivaliser avec Netflix. Lol. On va voir s'ils y arrivent ou pas. Du coup, moi, je voulais te demander, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a une plateforme qui peut rivaliser avec Netflix ou toujours pas? Je pense pas qu'il y en ait une qui puisse rivaliser avec Netflix. Je pense qu'il y en a plusieurs qui peuvent rentrer en compétition sur certains aspects de l'offre de Netflix. Mais là où ils ont été très malins, c'est qu'ils se sont tellement diversifiés ces dernières années. Ils sont tellement internationaux. La plupart des plateformes que tu viens de citer, elles sont souvent régionalisées. C'est-à-dire que Peacock ou HBO Max ne sont qu'aux États-Unis ou dans quelques autres pays. Ils sont pas encore disponibles en France, par exemple. Ouais. Salto est juste en France. Et puis au niveau du catalogue et de la production d'œuvres originales, on n'est quand même pas au même niveau. Même au niveau de l'interface, en fait, et de l'algorithme,
Moi, quand j'utilise Netflix, c'est beaucoup, beaucoup plus intuitif que quand j'utilise Hulu, qui pourtant est là depuis des années, que quand j'utilise Amazon Prime. Enfin, leur plateforme, quand j'utilise Apple TV+, mais c'est nul, leur plateforme est horrible. Ouais, c'est l'enfer. Il y a Disney+, il y a plein de problèmes. Donc, même au niveau de l'aspect pratique de l'utilisateur, ils sont à des années-lumière. Je pense qu'on pensait qu'ils allaient reculer de plus en plus face à la compétition. Mais là, on l'a vu, entre janvier et juin de cette année, ils ont gagné 28 millions de nouveaux abonnés. C'est 2 fois plus qu'à la même période en 2019. Bon, c'est l'effet de la pandémie, mais ce que ça nous dit aussi, c'est qu'en pleine pandémie, les gens se tournent vers Netflix. Ils se tournent pas forcément vers d'autres plateformes de streaming. Et ça montre vraiment la prévalence de la plateforme à l'heure actuelle. Et je pense que ça va durer quand même parce qu'ils sont quand même très malins dans leur façon de se développer. Ouais, moi je pense qu'en termes de plateforme, évidemment, ça peut pas forcément rivaliser parce que c'est une plateforme française. Mais plus le temps passe, plus j'adore OCS. Avant Netflix, c'était vraiment ma référence pour aller regarder des séries. Et maintenant, j'apprécie de plus en plus OCS et je consomme plus de séries de qualité sur OCS, je trouve. Déjà parce que c'est eux qui diffusent toutes les productions HBO, mais aussi parce qu'ils ont de très bonnes séries originales, des séries françaises comme Les Grands ou Mission, qui se démarquent vraiment, je trouve, justement en termes d'identité visuelle, alors que Netflix, pour moi, c'est devenu quelque chose d'hyper basique, en fait, en termes de contenu. Mm-hmm. Et d'ailleurs, tu m'avais dit que toi, Netflix, tu y allais pour regarder de la merde. Non, mais j'ai dit ça un peu de façon un peu à l'emporte-pièce, mais j'ai regardé tout, Emily in Paris, je binge-watch un peu des trucs, j'adore, non, c'est un bien grand mot, je regarde leurs films de Noël ultra nuls, parce que, je sais pas, il y a un truc un peu bizarrement satisfaisant à les regarder. Donc, je rentre complètement dans leur jeu complètement, hyper cynique de création de contenu. Après, c'est vrai qu'en tant que consommatrice de séries télé et amatrice de séries télé, c'est pas la plateforme vers laquelle je me tourne. C'est vraiment, moi, ce qui m'enthousiasme aujourd'hui, c'est Peacock, c'est HBO Max, c'est OCS en France, c'est Hulu, ils créent de très bonnes séries. Oui, Hulu, la BBC aussi. Enfin, moi, c'est vers ces plateformes-là que je me tourne pour trouver des bonnes séries. C'est pas vers Netflix, mais je regarde quand même beaucoup Netflix parce qu'ils ont Friends. Parce qu'ils sont incontournables. Je terminerai sur l'expérience de ma mère qui a regardé Emily in Paris, qui au bout du 2e épisode m'a dit c'est vraiment nul, mais qui a quand même tout regardé parce que, comme elle m'a dit, maintenant que j'ai commencé, autant finir. Voilà, et je pense que c'est ce que tous les consommateurs de Netflix font, et c'est pour ça qu'Emily in Paris a été renouvelée pour une saison 2. Mais même leur façon de bâtir la plateforme avec le visionnage automatique du prochain épisode, ça rentre exactement là-dedans, ils le savent, c'est comme ça ils sont très très malins dans la façon dont ils ont aussi bâti leur interface, quoi. Ils nous gavent de séries. Exactement. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à déclarer votre flamme pour PIC TV sur les réseaux sociaux. À plus!